Bon, bah, bienvenue à la Maison de l'économie solidaire de Ramonville et chez Picojoule. Aujourd'hui, on va cuisiner au biogaz. Donc ça va être un repas qui lutte contre le changement climatique et contre la guerre pour les énergies fossiles dans le monde. Salut les néo-autonomistes. Je suis allé à la rencontre de l'association Picojoule qui fait la promotion des énergies renouvelables avec de petites installations de méthanisation. Dans cette vidéo, ils vont nous présenter comment réaliser son propre système, l'importance de considérer son installation comme un être vivant et non une machine, comment compresser son gaz avec un réfrigérateur de récupération et le stocker dans des bouteilles de gaz. Ce n'est pas vraiment si simple, mais ils nous présentent ça avec passion et l'ambition de le faire connaître au plus grand monde pour ne pas devenir des esclaves énergétiques. Salut Félix. Salut Brian. Bienvenue chez Picojoule, dans notre atelier à la Maison de l'économie solidaire de Ramonville. Je vais te poser 1 milliard de questions, on va essayer de structurer tout ça. Mais la première question, avant que tu présentes un petit peu donc l'endroit où on est et ce que vous mettez en place, est-ce que pour toi, une famille de 4 personnes qui vivrait, allez, on va dire dans une petite maison avec un jardin de 1000 m², elle pourrait se chauffer uniquement pour la nourriture, hein, on ne va pas partir sur se chauffer au gaz, est-ce qu'elle pourrait se chauffer à l'année si elle crée ce genre de choses? Alors, donc là, on voit que le gaz, il est utilisé principalement pour cuire les aliments, se chauffer. Voilà, ça c'est grosso modo chez beaucoup de personnes. Certaines personnes roulent aussi au GNV, gaz naturel véhicule. Là, sur des méthaniseurs autoconstruits, on va être plutôt sur la partie cuisson des aliments. Et donc pour, mettons, entre 2 et 4 personnes, un méthaniseur comme celui-ci, donc qui fait 1000 litres, c'est une cuve de 1000 litres. Donc on verra les photos là à l'intérieur, c'est à partir d'une cuve IBC de 1000 litres, là les cuves qu'on retrouve. Je le présenterai à l'écran. Ouais, parfait. Voilà, c'est fabriqué à partir d'une cuve comme ça. Et donc là, 1000 litres, on produit assez de gaz pour avoir 1 heure de cuisson par jour. Donc voilà, si on optimise un petit peu, on va pouvoir avoir 2 heures de cuisson, ce qui correspond plus ou moins aux besoins de cuisson journalier. Quand tu dis on a assez de gaz pour créer ça, c'est-à-dire que sur une cuve de 1000 litres, ce qu'elle produit par jour représente à peu près environ 1 heure de cuisson. Voilà, 1 à 2 heures. Ouais. 1 à 2 heures de cuisson. D'accord, bah écoute, belle introduction. L'association Picojoule, je crois qu'elle existe depuis 2010-2012. Oui. Tu peux faire le temps que tu veux, nous présenter un petit peu tout ça. Picojoule fait partie de ce collectif. Et donc c'est une association qui existe depuis 2012. Donc au début c'était une association qui travaillait sur les énergies renouvelables de manière générale et le traitement des déchets et les économies d'eau. Donc il y a eu une grosse partie dans les premières années de travail sur les toilettes sèches. Donc là c'était de la location de toilettes sèches pour les festivals, pour les événements. Et puis donc ça permettait d'avoir une ressource financière qui permettait d'expérimenter du solaire thermique, du photovoltaïque, différentes technologies d'énergie renouvelable et de voir la complémentarité entre ces différentes énergies, enfin différents dispositifs de transformation d'énergie. De fil en aiguille, Picojoule est arrivé à travailler sur la méthanisation, que la méthanisation a 3 avantages: traitement d'un déchet, production d'une énergie renouvelable et stockable, et production d'un fertilisant biosourcé. Souvent on réduit la méthanisation à la production de gaz, mais en fait c'est beaucoup plus riche que ça. Donc de fil en aiguille, il y a eu beaucoup d'expérimentations qui ont été faites. Au début ça s'est fait avec l'achat de kits chinois, donc on a pu voir ou qu'on verra donc la marque Puxin. Et donc on a vu aussi les limites de ces technologies dans le contexte français. Et de fil en aiguille, on développe nos propres prototypes. Donc vous pourrez retrouver les plans et les tutoriels sur notre site internet ou sur le site du Low-Tech Lab par exemple. On mettra tout en description. Parfait. Et voilà, donc actuellement à Picojoule, il y a
5 bénévoles, un salarié depuis le début du mois et 2 personnes en service civique, dont Juliette. Qu'on va voir juste après, qui va nous présenter aussi Voilà. un des prototypes. Un des prototypes. Donc voilà, donc ça c'est l'équipe actuelle. On a plein de projets en cours qu'on verra. Donc à Picojoule, on a 3 actions principales. Animation et sensibilisation. Donc là, on va parler d'économie d'énergie, d'énergie renouvelable et de méthanisation, de traitement des déchets et de valorisation des fertilisants. On fait des formations. Donc là, c'est des formations d'1 semaine avec 2 jours de théorie et 3 jours de pratique à l'autoconstruction de méthaniseurs. On en fait à peu près tous les 2 mois. Et on fait de la recherche et du développement. Donc là, on va accompagner des personnes ou des collectifs sur le montage de petits projets de méthanisation locale. Et on va développer en interne tout ce qui est périphérique à la méthanisation, donc le broyage de la matière organique, la compression et le stockage du gaz. Et donc là, on est en train de monter un projet avec la chaire de recherche de l'INSA et GRDF sur la partie purification. Donc ça, on en discutera peut-être après, sur comment valoriser au mieux le biogaz. Tu me dis qu'il y a 3 segments et ma question c'est de savoir ça te prend combien de temps en pourcentage à peu près chaque segment? C'est 33% chacun en temps ou... Alors en fait la manière dont on fonctionne c'est que autant avant l'association elle a beaucoup expérimenté, elle a beaucoup bricolé et développé des prototypes et maintenant on est plus sur la valorisation de tout le savoir-faire qui a été capitalisé au sein de l'association. Donc notre mode de fonctionnement, c'est on va monter des projets, chercher des financements, et quand on a ces financements, on va réaliser les projets. Donc la question de savoir comment se découpent ces 3 activités, elles vont dépendre en fait des financements qui sont acceptés. Donc on monte des projets sur ces 3 domaines, et suivant les financements qui sont validés, on va consacrer du temps sur un domaine en particulier. Alors vous faites des stages, ça dure combien de temps un stage par exemple? Donc là les stages, les formations, c'est des formations d'1 semaine. Donc elles peuvent être soit à Picojoule, ici à Ramonville, mais la plupart du temps on va essayer d'aller dans un écolieu qui va nous accueillir et qui a un besoin ou qui veut expérimenter la méthanisation. Donc là on envoie une bouteille à la mer. Voilà, donc s'il y a des lieux qui se posent des questions sur la méthanisation, qui aimeraient expérimenter un démonstrateur, voilà, on fait un petit partenariat avec ce lieu-là, qui nous accueille, qui nous loge. Nous, on fait toute la partie communication, on ramène des stagiaires. On fait la formation pendant 1 semaine, 2 jours de théorie, 3 jours de pratique. On auto-construit un méthaniseur qu'on laisse sur place. Et voilà comment ça se passe une formation à Picojoule. Génial. J'ai une autre question, là on va parler un peu plus technique. Ça a l'air très simple, tout ce que tu nous montres, ça a l'air très simple, mais tu nous disais, et là ça va peut-être en rebuter certains, tu me disais quand même qu'il faut prendre cette méthode comme un être vivant. Est-ce que tu peux un petit peu développer pourquoi? Oui, alors ça c'est... en fait on met la méthanisation dans les énergies renouvelables. Donc souvent c'est comparé au solaire photovoltaïque, solaire thermique ou à l'éolien, qui sont des systèmes mécaniques, enfin ou électromécaniques. Alors que là en fait on va travailler avec une flore bactérienne, des êtres vivants, et donc on a une complexité qui est intrinsèque en fait aux vivants et qu'on ne va pas retrouver dans du photovoltaïque ou de l'éolien, qui ont d'autres problématiques mais qui sont moins demandeurs d'attention. Il faut les nourrir, il faut les laisser en vie, sinon voilà. On ne produit pas. Donc un digester, il faut plus le voir comme la charge mentale et d'un animal de compagnie. Voilà, ça va plus se rapprocher par exemple d'un lombric-composteur ou d'un animal d'élevage, où on va devoir porter une attention régulière sur les signes de bonne santé, sur l'alimentation. Donc voilà, on va plus avoir une approche qui sera du côté du vivant et de la biologie qu'une approche électromécanique sur les autres transformations d'énergie renouvelable. Donc là, je pense que déjà, certains qui se disaient oh, c'est trop bien, t'appuies sur un bouton, t'attends et ça produit. Ouais.
ça va les calmer. Une autre question, je connais déjà la réponse, mais je voulais l'enregistrer. Est-ce qu'il est possible, sur la production de gaz, de le stocker dans des bouteilles de gaz par exemple, et est-ce que c'est dangereux cette méthode de création de gaz? Donc là, le gaz, donc il est produit par la dégradation de la matière organique, par les micro-organismes. Et donc ce gaz, il est constitué de 60% de méthane et 40% de CO2. Le méthane, c'est le gaz de ville, c'est le gaz qui est inflammable. Et le CO2, c'est un gaz inerte qui ne brûle pas. Et donc la combinaison de ces deux, ça forme le biogaz. Ce biogaz, vu que c'est un gaz, ça prend beaucoup de place pour peu d'énergie. Donc on a intérêt à le mettre en bouteille sous pression pour stocker une grande quantité de gaz dans un petit volume. La question de la sécurité et de la dangerosité, elle peut se poser de différentes manières. La première, c'est le danger de feu et d'explosion. Et l'autre question, c'est le danger de la haute pression. Donc il faut se questionner sur ces deux dangers-là. Sur le danger de la flamme, de l'inflammation ou de l'explosion. Donc ça, c'est des questions de combustion. Donc pour qu'on ait une combustion, il faut qu'il y ait un carburant, donc ici ça sera le méthane, un comburant qui sera l'oxygène de l'air et une source d'énergie. Et le carburant et le comburant, ils doivent être dans une certaine proportion pour que la combustion se fasse. Ici, il faut que le biogaz soit entre 10 et 30% de biogaz dans l'air pour qu'il y ait une combustion qui soit possible. Voilà. Donc par exemple, un ballon qui est rempli de biogaz ou une bouteille de gaz remplie de biogaz, s'il n'y a pas d'oxygène dedans, il ne peut pas avoir de combustion. L'autre chose, c'est que le méthane s'auto-enflamme à 530 degrés à peu près. Donc si vous laissez une bouteille de biogaz au soleil, même si ça chauffe très fort l'été, vous n'allez jamais arriver à 530 degrés et avoir une auto-inflammation du gaz. Donc même si c'est un danger qui est concret et qu'il faut prendre en compte, le fait d'arriver à enflammer le biogaz, ça peut être plus compliqué que ce qu'on pense. Et donc il faut le prendre en compte, mais il faut relativiser aussi les risques. Et sur la méthanisation, ce n'est pas le risque principal. Le risque principal de la méthanisation, ça va être la pollution de l'environnement avec le digestat. Donc le digestat, c'est le fertilisant qui sort de la méthanisation. Ce fertilisant, en fait, il va être chargé d'azote, de phosphate et de potassium. En fait, ça va être comme un compost. Votre compost, vous mettez de la matière organique, ça se dégrade et ça concentre un petit peu tous ces éléments. Sauf que dans votre compost, vous êtes en contact avec l'air. Vous avez une partie, notamment de l'azote, qui s'évapore. Et donc votre compost va être beaucoup moins riche en azote que du digestat. Autrement dit, votre digestat est plus riche, donc il peut être une source de pollution. Nous, on travaille sur des petits méthaniseurs. La cuve, elle fait 1000 litres. Si, mettons, elle se fend, on va avoir 1000 litres de digestat qui vont se répandre. Et donc on peut avoir une pollution qui est locale, mais qui est relativement faible. Si vous avez des méthaniseurs qui font 2000, 200 000 litres ou 200 000 mètres cubes et que vous avez des fuites, là vous avez des pollutions qui peuvent être beaucoup plus importantes, qui peuvent polluer les nappes phréatiques, qui peuvent polluer les cours d'eau. Et donc c'est vraiment cette source de danger qui est principale dans la méthanisation et auquel il faut faire attention. Ensuite, il y a les dangers liés au gaz. Donc le méthane qui peut être inflammable et explosif s'il est confiné. Vous avez donc on a dit méthane et CO2. Et il y a un tout petit gaz en très faible quantité qui s'appelle le H2S, le sulfure d'hydrogène. Et donc ça, c'est le gaz que vous allez retrouver qui sent l'œuf pourri. Donc ça, vous le retrouvez dans un compost, par exemple, qui est mal aéré. Vous sentez cette odeur d'œuf pourri. Sur les algues vertes qui se décomposent en Bretagne, ça sent l'œuf pourri. Et ce gaz-là, en très faible quantité, il peut être dangereux pour les humains. Donc ici, on le filtre. Mais dès qu'on le sent, il faut vite aérer parce qu'il peut être dangereux. Donc on voit la méthanisation, elle a plein d'avantages. Elle a ses limites en quantité d'énergie qu'elle peut produire.
elle a d'autres avantages que l'énergie produite. Elle traite un déchet, elle produit un fertilisant. Et il y a plusieurs risques qu'il faut aussi relativiser en fonction de la taille de votre digesteur et qu'il faut prendre en compte dans le travail du gaz et le travail du fertilisant. Qu'est-ce qu'on lui donne à manger pour qu'il puisse produire du gaz? Alors, sur l'alimentation des biodigesteurs, nous, on part du principe que le compost et la biodigestion, c'est deux technologies qui sont compatibles et qui sont, comment on dit, complémentaires. Merci Jésus. Et donc, on va plutôt mettre tout ce qui est sec et ligneux, qui ressemble par exemple au copeaux de bois, qui est fibreux aussi. On va plutôt mettre ça dans le compost. Et tout ce qui est plutôt mou, liquide, qui, quand vous mettez dans le compost, ça fait des poches, ça pue souvent. Bah, tout ça, en fait, on va plutôt le mettre dans le méthaniseur. Ça se dégrade facilement, ça produit beaucoup de gaz. Et donc, on a ces deux technologies qui sont complémentaires. D'accord. Donc, quand tu dis elles sont complémentaires, c'est parce que, bon là je triche un petit peu, mais on continue dans la lancée parce que c'est pas mal. Ça a besoin d'une certaine température pour pouvoir créer du gaz. Alors, donc la méthanisation, on va alimenter le méthaniseur avec donc, des biodéchets, déchets de cuisine, ça peut être des déchets du verger, des fruits pourris. Et donc ça, on va le mettre dans le méthaniseur. À l'intérieur du méthaniseur, pour que la population de bactéries se développe bien et digère beaucoup la matière organique, il faut être grosso modo entre 15 et 60 degrés. En dessous de 15 degrés, les bactéries, elles hibernent. Au-dessus de 60, elles sont pasteurisées et il n'y a plus de bactéries. Sachant que plus on travaille à haute température, plus les bactéries s'activent vite et plus elles produisent de gaz. Donc le but, c'est pas trop se rapprocher de 15, il faudrait plutôt être entre 40 et 50, on va dire. Voilà, alors le problème, c'est que plus on a une différence de température importante entre l'intérieur du digesteur et l'extérieur, plus on doit isoler et apporter de l'énergie au digesteur parce que, contrairement au compost, qui lui a une réaction exothermique, donc qui produit de la chaleur, on a la digestion ne produit pas de chaleur en elle-même, la réaction. Et donc, soit il faut lui apporter cette chaleur en chauffant le méthaniseur ou en alimentant avec de la matière chaude, avec des jus de cuisson par exemple. Et il faut isoler ce méthaniseur pour qu'il y ait peu de déperdition d'énergie. D'accord. Rien que là déjà, je pense parce que je pense que les gens ils vont cliquer sur l'image et vont se dire c'est génial, mais c'est là où les gens comprennent à quel point c'est pas un système. Ça existe. Tu me disais tout à l'heure, donc il y a des Chinois qui se sont lancés dedans et tu m'avais dit, et des Israéliens. Ouais. Mais ils ont réussi à créer des systèmes simples ou quand tu achètes, tu crois que ça va être simple, mais que tu as aussi toute cette gestion? Alors, en fait, la méthanisation, ça existe depuis la méthanisation contrôlée, ça existe depuis 150 ans. C'est très développé dans les pays entre les tropiques, notamment parce qu'il fait beaucoup plus chaud que chez nous. Et donc, il y a des technologies artisanales qui se font souvent sous terre. En fait, ils vont construire une cuve sous terre. Donc, souvent, c'est fait en maçonnerie, étanchéifié. Et donc là, il y a en Chine et en Israël, donc il y a Home Biogaz, la version israélienne, et Puxin, la version chinoise, qui, eux, ont développé des technologies qui sont beaucoup plus faciles à mettre en place, donc à partir de bâches PVC. Il y a aussi FlexiBiogaz qui est kényane, et il y a une autre version là en Amérique du Sud. Donc c'est très développé entre les tropiques. Parce qu'ils ne se posent pas cette fameuse question de attention, non, on n'a pas eux n'ont pas ces écarts de température. Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que l'accès à l'énergie est beaucoup plus difficile et beaucoup plus cher que chez nous. C'est que dans ces pays-là, à la campagne, souvent on a une agriculture qui est vivrière, avec un petit peu de bétail, quelques cultures. Et donc la méthanisation permet de traiter les effluents du bétail pour produire de l'énergie pour cuisiner. Et donc là, il y a aussi toute une réflexion par rapport à la concurrence entre le bois de chauffage
qui favorisent la déforestation de certaines zones. Et donc là, en fabriquant des biodigesteurs, ils ont du gaz de cuisine qui lutte contre la déforestation. Donc voilà pourquoi c'est intéressant dans ces pays intertropicaux. Et nous, ici en France et en Europe, ce qui se développe beaucoup, surtout en Allemagne et bientôt de plus en plus en France, c'est la méthanisation industrielle, donc de beaucoup plus grosse taille, avec des technologies qui permettent de purifier le gaz, de l'injecter sur le réseau. Donc ça a certains avantages. Rien à voir avec ce que vous proposez là. Voilà, donc c'est deux types de méthanisation complètement différentes, avec des ordres de prix complètement différents aussi. Mais les deux ont leurs avantages et inconvénients. Nous, l'idée, c'est de prendre la méthanisation artisanale qui se fait entre les tropiques et de l'adapter au contexte climatique français pour répondre aux demandes d'autonomie énergétique de certaines personnes, pour répondre aussi aux enjeux de traitement des déchets qui sont des enjeux majeurs, que ce soit pour les personnes qui visent l'autonomie, mais aussi pour les collectivités. Dès qu'il y a une concentration de personnes assez forte, le traitement des déchets devient une question prenante. Et on voit que le compostage, comme ce qui est proposé dans beaucoup de métropoles, il y a certaines limites en fait, à cette technologie, notamment du fait des odeurs, des nuisibles. Et puis voilà, si on veut supprimer les toilettes à eau pour passer aux toilettes sèches, on va avoir des contraintes beaucoup plus importantes. Enfin bref, tout ça fait que nous, on vise à développer la méthanisation qu'on peut appeler artisanale ou autoconstruite pour le modèle français. Et l'augmentation du prix du gaz nous donne raison de continuer là-dedans. Tu vois, autant cette vidéo, si je l'avais tournée il y a 2 ans, ça aurait fait sourire les gens. Ils se sont dit, ah, c'est mignon, c'est à petite échelle et tout. Autant, et c'est dû à ça, quand j'ai vu la rapidité, la vitesse à laquelle nos énergies augmentent, j'ai lancé un appel sur Internet, j'ai dit, est-ce que des gens savent produire du gaz? Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, je pense que là, on est en plein dedans. Là où peut-être il y a 2 ans, bon, on aurait dit, moi, ce que j'entends souvent quand on nous sort des choses qui ne sont pas nouvelles, hein, tu dis c'est à 150 ans, mais qui sortent des sentiers battus, c'est « Ah, c'est encore un truc de bobo ». Je te jure, je l'entends à chaque fois. Et ben, je pense que ce truc de bobo, déjà, bourgeois bohème, il n'y en a pas tant que ça, parce qu'on dit bobo de n'importe qui dès que ça sort du contexte, mais autant je pense qu'on n'a jamais été autant dedans, et je suis persuadé que cette vidéo, dans les mois, les années à venir, elle va compter. J'espère. J'espère aussi. Mais en fait, ouais, la méthanisation, elle offre beaucoup d'espoir, notamment par tous ses aspects positifs. Produire son propre gaz, sa propre énergie, ça alimente beaucoup d'espoir. Ce qu'on voit pendant les formations, c'est souvent un petit peu des montagnes russes, avec au début des gens qui disent « mais c'est le Saint Graal, c'est ça qui va sauver le monde ». Après, qui se rendent compte des contraintes biologiques, chimiques, des enjeux au niveau de la sécurité, des risques, qui se rendent compte que c'est pas si compliqué, enfin c'est pas si simple que ça de mettre un méthaniseur en place, que ça demande du suivi et pas mal de connaissances. Donc là, c'est plutôt la chute. Et après, au cours de la fabrication, ils se rendent compte que, ok, on est capable de fabriquer des petits méthaniseurs à l'échelle humaine. Et donc ça remonte un petit peu, mais il y a cet équilibre en fait entre tous les espoirs que présente la méthanisation et concrètement les contraintes que ça nécessite, les ordres de grandeur de l'énergie aussi qu'on peut produire. Justement, donc, on va en parler de tout ça. Est-ce que après cette belle présentation, vraiment bien, je pense que j'aurais pas grand chose à couper, est-ce que tu peux nous présenter divers prototypes et qu'on puisse donner une idée aux gens qui vont regarder cette vidéo du temps qu'il faut pour produire telle quantité, en combien de temps c'est comment on dit, absorbé, c'est dégradé. Dégradé. Est-ce que tu peux nous présenter par exemple le gros ou le petit n'importe quoi? Je te laisse nous présenter un peu comment ça fonctionne. D'accord, je vais faire une présentation assez succincte et après Juliette elle vous détaillera les différentes parties d'un méthaniseur. Donc
grosso modo, à Picojoule, on travaille sur 2 types de méthanisation. La méthanisation en continu, donc c'est un méthaniseur qu'on alimente un petit peu tous les jours et qui produit du gaz tous les jours et qui produit du fertilisant un peu tous les jours. Et la deuxième technologie, donc, qui est plutôt ici, c'est des fûts qu'on va remplir une fois, scellés hermétiquement, et qui vont produire du gaz pendant 2 à 6 mois, suivant la température. Au bout de cette période-là, on va les vider, les re-remplir, les refermer, et ils vont continuer de produire. Donc ça, c'est un fonctionnement, ce qu'on appelle par batch. On remplit une fois, ça produit, on vide, on re-remplit, et ainsi de suite. Et la méthanisation en continu, qu'on alimente un petit peu tous les jours. D'accord, je montre un petit peu aux gens pour qu'ils aient notion un petit peu de ce dont on a besoin. Est-ce que tu arrives à estimer, bon, je pense plus m'adresser à des personnes qui utiliseront le prototype derrière, et peut-être qu'on me dira que j'ai tort et que l'autre va servir. Il y en a pour combien d'argent pour créer tout ça, à peu près, si on achetait neuf, sachant que le but, c'est bien sûr de récupérer. Faire la récupération. Évidemment. Alors en fait, au début, Picojoule travaillait beaucoup sur la méthanisation en continu parce que ça paraît plus logique. Enfin, c'est plus facile en tout cas d'expliquer la méthanisation. C'est un peu l'image d'une vache qui va manger un petit peu tous les jours, produire le fameux méthane qui fait que l'exploitation de bovins est aussi problématique d'un point de vue de gaz à effet de serre, et qui produit des bousses de vache, le fameux fertilisant. Et donc on a vraiment ce calque sur un digesteur en plastique, notre vache en plastique. Et donc on alimente un peu tous les jours, qui produit du gaz et du fertilisant. Après on s'est rendu compte que finalement le digesteur en discontinu c'était beaucoup plus facile à fabriquer, beaucoup moins cher, et que ça pouvait convenir à plusieurs applications. Parce que ces 2 types de méthaniseurs ne s'adressent pas au même type de gisement de déchets. La méthanisation en continu, vu qu'on a un flux continu, on doit avoir de la matière qui est très déchiquetée en petites particules. On ne doit pas avoir de fibres pour boucher les tuyaux. Et donc ça s'adresse plutôt à des gisements de petites quantités, de matière plutôt visqueuse ou liquide. Et donc on en produit un petit peu tous les jours et on les traite un peu tous les jours. Le discontinu, c'est plutôt le complémentaire, c'est quand on a un gisement de grosse quantité, ponctuel, et avec de la matière qui peut être plutôt ligneux, plutôt fibreux, pas ligneux, parce que la lignine en fait c'est le bois, il se dégrade très lentement et donc il ne va pas produire de méthane. Donc c'est plutôt fibreux, parce que là on met dans un fût, et il n'y a pas de problème de bouchage de tuyaux ou quoi que ce soit. Donc on a 2 technologies qui s'adressent à 2 gisements différents et complémentaires. Si on donne des exemples, au niveau agricole, la méthanisation en continu, ça va plutôt être le lisier, donc de la bouse de vache mélangée à l'urine, quelque chose de très liquide. Et par contre, la discontinue, on va s'adresser plutôt à du fumier, donc du mélange de bouse de vache avec de la paille. Quelque chose de beaucoup plus sec, de beaucoup plus fibreux avec la paille. Voilà. Si on parle plutôt donc de personnes qui n'ont pas d'animaux, on va traiter les déchets de la cuisine quotidienne avec la méthanisation en continu. Petite production quotidienne. Et par contre, on va traiter les toilettes sèches d'un festival avec du discontinu. Une production ponctuelle de gros volumes, et avec des fibres. Et où est-ce qu'on les met les déchets alors? Parce que là, quand on voit ça, les gens ils vont se dire mais comment ça marche? On les met où? Et tu as oublié de répondre à une question tout à l'heure et j'ai oublié de te reprendre dessus. Est-ce qu'on peut utiliser le gaz et le mettre dans une bouteille et compresser? Ah oui. Alors ça on le verra. C'est une des dernières technologies qu'on a développées à Picojoule. Donc on utilise un compresseur de frigo qui nous permet de mettre ce gaz dans des bouteilles de gaz classique, de butane ou de propane. On les remplit à 10 bars. Donc ce gaz reste gazeux, même à 10 bars. Et on ferme ça et on peut le stocker plusieurs mois.
Donc ça peut répondre aussi à une consommation qui est saisonnière. J'en profite de l'énergie. En même temps pour dire que vous faites du stock aussi. Vas-y, continue. Et donc là, actuellement, voilà, ici à Picojoule, avec nos petits prototypes, on produit une bouteille de gaz par jour, ce qui correspond entre 1 heure et 2 heures de cuisson sur un feu de gaz. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 19. Bon, on a 19 bouteilles, donc ce qui correspond à une vingtaine d'heures d'autonomie sur la cuisson, et ce qui correspond à une vingtaine de jours de production. D'accord, donc il est possible, si on s'en sort bien, je pense que vous devez avoir le retour des gens, des stagiaires qui viennent s'informer, il est possible de faire chauffer tous les jours, au moins pour un repas, voire 2, son repas pour une famille de 4 personnes. Oui, c'est faisable. Bon, on n'est pas les premiers à le faire, hein. Il y a plusieurs personnes en France là, qui ont fabriqué des méthaniseurs domestiques. La spécificité de Picojoule, c'est plutôt de proposer des tutoriels qu'on met en libre accès sur le site internet pour que les gens puissent s'emparer de ces technologies, les expérimenter. Et donc là, dernièrement, on est intervenu là, dans Lyon pour parler de microméthanisation. Et il y a un habitant de Lyon qui avait fabriqué un petit méthaniseur d'une centaine de litres à partir des plants de Picojoule. Et ça fonctionnait. Ouais, et il avait déjà produit une centaine de litres au bout d'1 mois. Donc voilà, on a hâte de voir d'autres expérimentations comme ça. Et s'il y a un surplus, on peut le stocker. Si on ne va pas assez vite pour... Ça, c'est chouette. Ouais, il y a cette partie-là du stockage et de la compression. Et donc là, ça fait 6 mois qu'on a mis ça en place. C'est pas fini. On va publier un premier tutoriel là, dans les prochaines semaines sur le site internet. Et l'idée, c'est d'améliorer cette technologie pour augmenter l'autonomie dans les bouteilles, notamment en essayant d'enlever le CO2 qui prend de la place pour rien dans les bouteilles et de monter un peu plus haut en pression. Voilà, les bouteilles résistent à 30 bars de pression, donc on a encore un peu de marge pour augmenter la quantité de matière. Donc là, Félix, on est en train de préparer un repas, pour reprendre vite fait un repas qui ne crée pas des guerres pour l'énergie, qui ne crée pas des changements climatiques, des migrations climatiques aussi. Voilà. Et déjà, ma première question, je vois que c'est pas écrit en français. Pourquoi tu utilises ce système pour chauffer? Donc là, on a une gazinière de la marque Puxin, c'est une marque chinoise. Donc il faut savoir que dans le monde, il y a Home Biogaz qui est une marque israélienne, Puxin qui est une marque chinoise. Ouais. Voilà, c'est les deux gros fournisseurs de biogaz domestique, de matériel de biogaz domestique dans le monde. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une commande d'un méthaniseur il y a 3 ans, quand on a commencé à travailler sur la méthanisation. On a fait une commande du matériel chinois pour pouvoir expérimenter. Et donc, on a commandé une gazinière au biogaz. C'est quoi la différence avec une gazinière normale? Alors, ce qui se passe par rapport à une gazinière classique au butane ou au méthane, c'est que notre gaz, en fait, il est moins riche parce que le biogaz, il y a 60% de méthane, 40% de CO2. Et donc, il va falloir avoir un débit de gaz plus important pour pouvoir faire autant d'énergie. Donc si on utilise une gazinière biogaz faite exprès, il n'y a rien à changer, on branche notre bouteille ou notre ballon de biogaz et ça fonctionne. Si on veut convertir une gazinière au butane ou au gaz de ville en biogaz, il va falloir changer les injecteurs. Donc c'est des petites pièces. En fait, quand vous achetez une gazinière, vous avez souvent 2 jeux de gicleurs. Vous avez des gicleurs pour le gaz de ville et des gicleurs pour le butane. Ben là, il faut prendre ces gicleurs-là, les repercer à 3 mm. Donc ça va faire un trou beaucoup plus gros pour pouvoir laisser beaucoup plus de gaz passer. Okay, plus d'apport. Voilà, donc il va y avoir plus de gaz qui va pouvoir passer. Et vu que notre gaz est moins riche, on aura la même quantité d'énergie. Juliette, tu vas nous montrer un prototype, nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce que tu peux te présenter, expliquer, parce qu'il me semble que tu fais un service civique. Est-ce que tu peux présenter ça aussi, s'il te plaît? Carrément, déjà bonjour. Et du coup, oui, je suis en service civique à Picojoule depuis 1 mois maintenant. Un service civique, c'est un contrat à 28 heures par semaine. Du coup, c'est du volontariat et j'ai une indemnité.
Et du coup, moi, je suis en mission chez Picojoule, surtout sur le pôle animation que présentait Félix tout à l'heure. Et puis après, la vie de l'asso, de tous les jours, ce qu'il faut gérer, etc. Donc voilà pour ma présentation. Dis-moi, petite question, quand on rejoint une association comme ça, parce qu'un service civique, je pense qu'on peut le faire dans plein de choses, dont des associations, qu'est-ce qui t'a attiré vers Picojoule? Est-ce que c'est le côté partage et aller reproposer des solutions aux gens? Tu es très affecté par ce qui se passe avec la planète, l'économie. C'est quoi qui t'a attiré? Moi, j'ai fait une école d'ingénieur juste avant. J'ai été diplômée l'année dernière et en fait, ce qui m'attirait beaucoup dans le service civique, c'est l'aspect d'être volontaire pour une association, pouvoir l'aider. Et j'avais envie de garder ce côté quand même un peu technique pour rester dans le milieu de la technique. Et j'ai toujours été très intéressée par les énergies renouvelables. J'ai fait plusieurs stages dans le solaire ou l'éolien. Et du coup, découvrir la méthanisation, par curiosité, je trouvais ça fou du peu de choses que je connaissais. Et donc, le côté rester un peu dans la technique et découvrir tout ça, c'est pour ça que j'ai voulu faire le service civique à Picojoule. Okay. Et je voulais faire un service civique pour avoir le temps de m'engager dans une asso là, pendant 28 heures par semaine et d'avoir du temps aussi, moi, pour m'engager dans d'autres associations à côté. D'accord. Et donc voilà. Bah écoute, j'ai hâte maintenant. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé entre Félix et toi, mais on a envie de voir pour comprendre déjà ce que ça implique et puis voir si c'est si simple que ça. Apparemment, vous formez quand même des gens qui n'ont pas de formation d'ingénieur. Je reprends-moi, mais peut-être qu'il y a un peu de tout dans les gens qui viennent vous voir. Oui. La formation qu'il y a sur la semaine là dont parlait Félix tout à l'heure, c'est pas forcément pour des corps techniques ou quoi. Ça peut être accessible à tous, bien sûr. Et s'il y a besoin de préciser des choses, le temps est pris pour le préciser et il n'y a pas de souci avec ça. Puis au pire, j'ai entendu donc, le site Picojoule pour aider les gens avec les... Voilà. Mais écoute, j'ai hâte maintenant. Là, je vais faire l'enfant, tu sais, qui a envie de déballer le cadeau. Vas-y, monte. Alors là, il faut que je filme entièrement. Là, par exemple, il y a combien de litres dans cette grosse boîte? Ça, c'est un fût de 200 litres qu'il y a à l'intérieur. Et donc là, on voit la boîte, là, c'est un hexagone en bois. Pour l'isolant. Ok, j'allais te demander si la forme avait une importance. Bah non, le fût est rond, du coup, c'était chouette de... Mais la forme a... Ok, donc c'est plus optimisé, quoi. Toujours l'isolation qui est très importante par rapport à ce que nous racontait Félix pour pas qu'il y ait de saut de température. C'est ça, pour être resté entre 15 et 60 et que la différence entre l'intérieur et l'extérieur soit pas trop grande. Et du coup, le fonctionnement. Alors, donc ça c'est un digesteur continu, donc comme le cube de 1000 litres. Ça veut dire qu'on va tout le temps l'alimenter, un peu tous les jours, et il va pouvoir produire du biogaz tous les jours. Et donc là, celui-là actuellement, il est arrêté. On l'a arrêté il y a quelques semaines, on a arrêté de l'alimenter et de le chauffer. Donc il ne produit plus de gaz parce que ça faisait 3 ans qu'il était en fonctionnement. Donc là, au bout de 3 ans, on a envie d'ouvrir et de voir un peu ce qui se passe aussi dedans. C'est comme un check-up pour un humain, on va regarder si tout va bien. On ouvre, c'est ça. Et donc voilà, donc il est à l'arrêt, mais c'est vraiment très visuel tout le fonctionnement. Donc on va montrer sur celui-là. Donc là, il y a un évier, ça c'est l'entrée du digesteur. Donc ça, c'est un évier avec un broyeur d'évier, de cuisine. Alors, il faut vraiment que tu puisses... Je ne connaissais absolument pas quand j'ai vu ça. Tu me dis que c'est très répandu aux États-Unis, apparemment, ce genre de choses? Ouais, parce qu'aux États-Unis, apparemment, ils mettent leurs déchets verts, biodéchets dans leur évier. Du coup, ils broient tout ça. D'accord. Et ça part ensuite dans les évacuations classiques. Donc voilà, okay. Ils font ça comme ça. Mais nous, du coup, on récupère un broyeur comme ça, parce que comme le disait Félix tout à l'heure, dans un digesteur, c'est bien d'avoir vraiment une matière très, très liquide, très mou, tout ça. Donc si, en récupérant des biodéchets de la cuisine, là, dans le collectif,
S'il y a des gros morceaux encore ou quoi, on va tout broyer pour faciliter ensuite la digestion. Donc on le met dans cet évier, on va tout broyer pour aussi que ça bouge pas les tuyaux. C'est tout bête mais c'est important. Chaque chose qu'on broie, etc., on le pèse pour savoir quelle quantité de nourriture on met et on rajoute de l'eau. En fonction de ça aussi pour toujours que ça reste bien liquide et que tout soit bien homogène à l'intérieur du digesteur. Donc ça rentre par là. Donc c'est broyé ici, ça rentre et ça arrive dans le fût. Ça doit être bien étanche et du coup c'est un joint liquide pour pas que le gaz s'en va pas. Donc la matière est dedans, elle est digérée. C'est là qu'il y a toutes les étapes dont parlait Félix tout à l'heure. Du coup, que la méthanisation se fait, les bactéries méthanogènes vont travailler, etc. Ça se fait naturellement, il n'y a pas besoin de rajouter des choses. On peut partir de rien? On peut partir de rien, mais c'est plus long le temps que tout se mette en place, que les bactéries arrivent, etc. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'à la base, on part avec de la bouse de vache, des excréments de vache, où il y a déjà, du coup, ces bactéries méthanogènes-là. Une fois que c'est digéré, donc je continue avec le circuit qui fait la matière. Quand on va rajouter de la matière, il y en a qui va ressortir, parce que du coup, le fût, il est toujours plein de liquide au niveau des tuyaux, et au-dessus, il y a un ciel gazeux. Qui représente à peu près 10% de la taille totale du fût. Donc quand on met les tuyaux, on descend un petit peu, il ne faut pas les mettre tout en haut du fût. Faut pas les mettre tout en haut, ouais, voilà, parce que naturellement le niveau du fût se met forcément au niveau des tuyaux et donc faut pas les mettre tout en haut, sinon il n'y a pas la place en fait pour le gaz. Et du coup ça ressort par ici. Et donc là, quand on met un récipient, on récupère du digesta. Du coup, ce dont on parlait tout à l'heure, qui est un super fertilisant et donc qui peut être utilisé dans les cultures, etc. J'en profite pour poser une question aux abonnés, parce que je sais que vous posez la question pour l'instant. À savoir s'ils savent, qu'ils n'hésitent pas à mettre en commentaire s'ils ont déjà essayé ça, s'ils connaissent un peu les ratios entre l'eau pour pouvoir arroser et fertiliser. Si des gens ont peut-être même, je pense que chez Picojoule, peut-être que vous le savez plus ou moins. Il y a Félix qui est derrière et qui... Il faut à peu près... Attends, je me rapproche, excuse-moi. Excuse-moi pour la question qui est peut-être complexe, mais vu que je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui ont des jardins, ils se poseront la question. Il faut épandre à peu près 5 litres de digesta par mètre carré et par an. 5 litres de digesta par mètre carré par an. Ok. Donc on peut faire ça en 2 fois, une fois au printemps, une fois à l'automne. D'accord. Voilà. Donc ça c'est l'adaptation en fait des recommandations pour le digesta de la méthanisation industrielle. D'accord. Voilà, que vous remettez sur la petite surface. Génial. Donc ça peut être dilué, mais c'est pas obligatoire. Ouais. En fait, ce qui va se passer, c'est que la matière organique qui sort dans le digesta, c'est une matière organique qui est déjà bien décomposée et donc qui est beaucoup plus facilement assimilable par le sol. La vie du sol. D'accord. Donc ce qui va se passer, contrairement quand on amende avec, mettons, un fumier directement, où la matière organique va avoir du temps, va mettre du temps à tout dégrader. Là, on va lui donner de la matière facile à digérer. C'est prédigéré, limite, on peut dire. Enfin, là, des fois, j'emploie peut-être des mots pas adaptés, mais c'est presque déjà... c'est ça. Il y a déjà une digestion qui a été faite. Du coup, il va y avoir une assimilation beaucoup plus rapide par la vie du sol. Ok. Et on va avoir un apport d'azote qui va être plus important que du compost. Ok, génial. Là, c'est merci pour intéressant. Et puis suivant... là, on dit 5 litres par mètre carré par an, mais ça dépend bien sûr de votre sol, suivant s'il est vivant, s'il est plutôt sableux, plutôt argileux. Donc ça, il faut faire des petits tests, des petites recherches. Mais l'ordre de grandeur, c'est 5 litres par mètre carré par an. On en parlait, c'est en rapport avec justement la pédoépuration, pour savoir un peu le pouvoir de filtration du sol. Merci beaucoup, Félix. Excuse-moi Juliette, mais c'est vrai que je sais que cette question elle sera sûrement posée, de savoir ok mais c'est bien, on produit ça et on en fait quoi, et merci pour les précisions. Carrément. Carrément. Non mais c'est dur de reprendre après. Il faut compléter, non mais du coup voilà,
Donc le circuit de la matière, c'est ça. Et à l'intérieur du fût, souvent on met une plaque pour éviter que la matière qui rentre ressorte directement et qu'elle soit bien digérée, qu'il y ait un temps de digestion important. Pour ça, il y a des digesteurs qui existent, c'est des boudins en long. Et en fait, l'entrée est d'un côté. Et du coup, la matière est digérée et elle pousse. Elle pousse. Et du coup, il y a forcément un temps de digestion qui est contrôlé. Alors que là, dans un fût, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, voilà, d'où la plaque pour que ça doive passer en dessous, au-dessus. Donc, pour s'assurer un peu que ça reste plus longtemps. D'accord, donc là, on a eu de la matière qui rentre. Elle est ici, elle est un peu retenue par la plaque. Le surplus, ça sort par ici. Ça permet d'avoir quelque chose qui est assez utile au jardin, même très utile au jardin. Je vois au-dessus, il y a des tuyaux. Donc là, ce qui nous intéresse pour ce coup-là, le gaz, comment tu le récupères et comment ça fonctionne? Donc, à l'intérieur du fût, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a 10% en haut, c'est ce qu'on appelle le ciel gazeux. Du coup, donc, le gaz, il est plus léger que le liquide, etc. Donc, il va remonter, ça va faire des bulles qui remontent et ça va se mettre dans ce ciel gazeux-là. Et au-dessus de ce ciel gazeux, donc ici, on peut soulever un peu ça. Hop, on voit, donc ça, c'est la membrane étanche au-dessus du fût. Je me permets, hein, c'est une membrane souple, celle-là, voilà. Il y a d'autres fûts qui sont en solide quand on a des bouchons hermétiques, enfin étanches. C'est aussi bien. Mais là, du coup, c'est fait comme ça. Ça marche très bien aussi. Donc, on a le passe-paroi pour le gaz. Et donc, tac, le gaz vient dans ce tuyau ici. Les tuyaux à gaz. Hop, on remet l'isolant pour maintenir tout au chaud. Donc, le gaz sort ici. Hop, on va suivre le chemin. Mon chemin. Tac. Du coup, le gaz arrive ici, dans ce filtre-là, et l'eau va se condenser dans ce filtre en plastique. Et donc, elle va se déposer au fond, et on peut ouvrir le petit bouchon ici et enlever l'eau. Et donc, on a un gaz où il n'y a plus d'H2O dedans. Ça ressort ici, ça arrive dans ce filtre-là. Ça, c'est le filtre H2S, donc Félix en parlait tout à l'heure. C'est très important de le filtrer parce que sinon c'est mortel. C'est des billes d'argile à l'intérieur avec du fer et ça permet du coup d'enlever l'H2S. Ça fait un filtre. Voilà, ça fait un filtre. C'est carrément des mini billes comme ça, des granulés. Croquettes. Des croquettes d'argile. Voilà. Et du coup, en fait, une fois que le filtre, qu'on utilise beaucoup le filtre, on peut l'ouvrir et étaler un peu les billes et après le remettre dans le filtre et ça refonctionne. Ça c'est génial. Voilà. Hop. Merci beaucoup. Ça reste quand même super low-tech. Jusque-là, je voyais des câbles au début, des fils et tout. Mais là, pour ça, mais ça a rien à voir. Ça, c'est pour alimenter le broyeur. Ah oui, j'en ai pas parlé. Non, ça, c'est pour chauffer. Parce que du coup, lui, il est isolé. Et on parlait que la température, c'est hyper important. Et du coup, il est chauffé un petit peu pour maintenir entre ce fameux gap de température pour que ça produise bien. Alors, question maintenant. Tu as stocké le gaz précieux qui va nous servir pour la cuisine, etc. Tu l'as stocké là-dedans. Comment on passe d'un gaz qui a été récupéré Ça me fait rire, c'est génial le système pour le stocker. Comment on passe de ça à une bouteille de gaz? Alors, du coup, on a ces matelas-là. Au bout d'un moment, ils sont pleins de biogaz qui est produit par le digesteur. Ouais. Donc, si on reprend notre petit chemin, ensuite, le biogaz, il passe là et tous les digesteurs, même ceux qu'il y a derrière, sont reliés ensemble. Ils arrivent de dehors, là, on voit sur ce T-là. Ouais. Tac, donc ça passe ici, ça passe ici. Ouais, vas-y. On arrive par là. Là, il y a un filtre au charbon, parce que du coup, c'est pour filtrer le H2S aussi. Okay. Parce qu'en fait, ce digesteur-là, il a ses propres filtres, mais ceux de dehors l'ont pas. Ah, donc c'est encore plus une sécurité. Voilà, c'est ça. C'est pour refiltrer ici. Et ensuite... Alors, ça me parle. Et ensuite, on arrive à un compteur de gaz, tout ce qu'il y a de plus classique.
Parce qu'on compte, du coup, on calcule la production, enfin ce qu'on produit ici à Picojoule. Donc on arrive sur la station de compression. Génial, je montre aux gens. Donc là, on a un compresseur de frigo. Ouais. Et en dessous, donc, la bouteille qui est... Donc là, il n'est pas en fonctionnement. On avait commencé à comprimer cette bouteille et elle ne doit pas être encore à 10 bars. Donc on la laisse, on finira de la remplir. Là, il y a un manomètre qui dit la pression. Donc là, c'est à 0 parce que rien n'est lancé. D'accord. Du coup, qui contrôle quand on arrive à 10 bars, on arrête de comprimer. Ah ouais. Et en fait, là, le gaz est comprimé. Il sort par le tuyau et il rentre dans la bouteille. D'accord. Une fois qu'on est à 10 bars ou que la bouteille est pleine, on ferme la bouteille. D'accord. Et en gros, là, la petite vanne, c'est pour enlever la pression dans le tuyau. Ah oui. Remettre la pression à 0 parce que le compresseur, pour redémarrer, il a besoin d'être à 0 et pas, je comprenais pas déjà pas, à 10 bars. J'avais pas bien vu, alors que vous avez mis un rétroviseur. D'accord, je comprends mieux. Dès que vous voyez 10 bars, en gros, c'est bon. C'est que c'est bien rempli là-haut. C'est ça. Et là, du coup, ce qui dépasse aussi, c'est la réserve d'huile du compresseur. Ici, on a le rotor du moteur. Donc là, il faut imaginer les bobines autour. Donc ça, c'est ce qui est entraîné par le moteur électrique. Donc le moteur électrique va faire tourner cette partie-là. D'accord. Et en haut, on voit que cette partie entraîne un piston à l'intérieur. D'accord. Donc avec un système de vilebrequin. Et ce piston, en fait, il va aspirer du gaz par ici. Ok. Hop, rentrer dans la chambre de compression, comprimer le gaz. Donc le gaz, il se comprime, il se détend là-dedans. En se détendant, en fait, l'huile qui est dans le gaz va pouvoir se condenser, ressortir, revenir dans la cuve. Et après, ce tuyau-là, il sort. Et c'est ça qu'on met dans la... C'est ça qui va vers la bouteille. Exactement. Comme disait Juliette, en fait, il y a de l'huile jusqu'à ce niveau-là. Et en fait, on voit ici qu'il y a un trou dans l'axe du rotor. Et ce trou, il n'est pas centré. À l'intérieur, en fait, il y a une hélicoïde, comme un escalier en colimaçon, qui fait que quand il tourne très vite, il aspire de l'huile. Et l'huile, elle ressort ici, sous forme de petits geysers. Et donc, l'huile est aspirée et crachée partout à l'intérieur du compresseur pour huiler, en fait, toutes les parties mobiles dans du compresseur. Plusieurs utilisations, Voilà. Une mécanique, plusieurs utilisations. Et donc, en fait, on a un nuage d'huile dans toute la cuve, ce qui fait que le gaz, en fait, en passant dans cette cuve, se charge d'huile. Sur un circuit de frigo qui est un circuit fermé, l'huile, elle retourne forcément au compresseur. Mais nous, on est sur un circuit ouvert, et donc l'huile, elle part et elle va dans la bouteille. Donc petit à petit, on perd de l'huile. Si on n'a plus d'huile, le niveau descend. On n'a plus de lubrification des parties mobiles. Ah oui, donc ça vérifie quand même assez régulièrement ça. On coule une bielle. Ça vient se gripper et ça vient casser le compresseur. Et comment tu vérifies tous les combien ça? Les gens ils vont se poser la question. Alors, pour l'instant, on a plusieurs idées d'amélioration. La plus simple qu'on a fait, c'est qu'on a mis un petit réservoir d'huile où on met de l'huile de chaîne de vélo. Ah, d'où, excuse-moi, maintenant je comprends mieux, d'où ça pour rajouter de l'huile? Exact. Ah punaise, non mais en fait maintenant ça me parle d'un coup, je comprenais pas. Donc ça c'est le système de compression. Première solution qu'on a, c'est de rajouter un peu d'huile pour compenser les pertes. D'accord. Et ça c'est viable. Bon voilà, là ça fait... on est à 16 mètres cubes. Donc là ce compresseur ça fait 16 000 litres qui comprime. Il fonctionne toujours. Et on a consommé l'équivalent de... ça doit faire 100 millilitres d'huile. Ah oui, donc il n'y a pas beaucoup de pertes non. Au final. Non. Mais on aimerait faire une amélioration avec un circuit en sortie du compresseur avec une recirculation d'huile. Donc le gaz qui sort du compresseur, on aimerait le faire passer dans une petite chambre avec plein de billes pour que l'huile elle s'accroche aux billes, redescende et reparte à l'entrée du compresseur. Excellent. Oui, ça, vous trouverez ça sur le prochain tutoriel sur le site internet. Comme il fait un teaser, j'adore. Non, c'est génial. Et on essaiera de le mettre en place là d'ici la fin de l'année. Et pour le moment, l'huile que vous perdez, elle va dans les bouteilles? Voilà. Ok.
Donc elle va dans les bouteilles et puis après elle se retrouve en toute petite quantité lors de la cuisson. Et vu que l'huile c'est un carburant comme un autre, c'est pas très, très grave. Génial. Écoute, j'en profite sur cette... Est-ce que tu pourrais nous montrer, Juliette, ce que ça représente, les pressions, combien on peut produire sur le tableau? Ce sera beaucoup plus simple. Donc Juliette, est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, sur une cuve IBC de 1 mètre cube, on la remplit, elle est pleine de gaz, on obtient quoi? Pour que les gens aient un ordre de grandeur, s'il te plaît. Donc sur 1 mètre cube, déjà si on part du méthane, donc juste du méthane pur, que du CH4, 1 mètre cube ça correspond à 10 kWh d'énergie et 10 kWh c'est 1 litre d'essence. C'est assez parlant, 1 litre d'essence. Ah oui. Ok. Sauf que nous, on n'a pas du méthane pur, ce qu'on a c'est du biogaz. Le biogaz c'est 60% de méthane et 40% de CO2. D'accord. Donc on passe de 10 kWh pour notre mètre cube à 6 kWh. D'accord. Maintenant, pour comprendre du coup la quantité qu'il y a dans une bouteille, etc., si on part de 1 kWh d'énergie, ça correspond à 150 litres de biogaz par rapport à ce qu'on a écrit ici. Et du coup, nous, dans nos bouteilles qui font 26 litres, c'est des bouteilles de gaz de butane classique, elles font 26 litres. Et on a dit tout à l'heure qu'on les comprimait à 10 bars. Du coup, on peut rentrer dans une bouteille l'équivalent de 260 litres à pression atmosphérique, donc à 1 bar. Donc on rentre 260 litres de biogaz à l'intérieur d'une bouteille de 26 litres. Ta bouteille, elle est remplie. Ma bouteille est remplie. Tu veux commencer à chauffer de 26 litres. Là, c'est déjà écrit, il y en a, ils ont déjà dû le voir. Tu chauffes pendant combien de temps alors? Du coup, donc, on a nos 260 litres. Ça correspond à peu près à 1,6 kWh. Et ça, pour un feu de cuisson de gazinière classique qui est à peu près de cette taille-là, quoi, ça correspond du coup à 1h30 de cuisson. Donc, notre bouteille de cette taille-là, hein, c'est 1h30 de cuisson. Ça va en refroidir peut-être plus d'un. Et combien de temps pour remplir 1 mètre cube de méthane? Les gens aient un peu une idée. Pour remplir 1 mètre cube de méthane, alors nous là sur le cube, il produit, en ce moment il produit 200 litres par jour à peu près. Voilà. Donc là, donc ça c'est la production des 4 fûts en discontinu qu'il y a derrière nous. Du coup, là, ils ont produit depuis le 11 septembre, donc ça fait 1 mois et demi. Il y en a un qui a produit environ 1200 litres. Plus d'une cuve. Voilà. Et du coup, et donc sur cette courbe-là, c'est le digesteur de 1000 litres, du coup, la grosse cuve, la courbe en rouge. Et donc là, on voit qu'en ce moment, dernièrement, il produit énormément. Il faisait chaud? Alors, on a eu dernièrement, il était un peu trop acide, la cuve de 1000 litres. Ouais. Du coup, un pH plus vers 5,8, 6. Et en fait, pour qu'il y ait une bonne méthanisation, il ne faut pas que ça soit trop acide à l'intérieur de la cuve, parce que ça empêche que toutes les étapes de la méthanisation se fassent correctement. Donc le fait que ça soit un peu trop acide, la température à l'intérieur, elle était autour de 17-18 degrés. Okay. Donc ça produisait quand même bien. On faisait à peu près 200 litres tous les 2 jours, du coup 100 litres par jour de biogaz. Et là, depuis quelques jours, le pH est un peu remonté parce que du coup, on lui a aussi, c'est comme un animal de compagnie, on disait tout à l'heure, donc le but, c'est s'il ne se sent pas très bien ou quoi, c'est d'adapter l'alimentation, etc. Et aussi de le réchauffer. Là, on est plus aux alentours de 22 degrés, donc c'est quand même vachement mieux.
Et donc là, ça fait quelques jours où on comprime tous les jours. Et du coup, ça fait à peu près plutôt 200 litres par jour les derniers jours. Et enfin, c'est l'augmentation qu'on voit là, assez abrupte. Vous arrivez en ce moment à remplir presque une bouteille par jour. Donc Ouais. à produire à peu près sur les 4 derrière, c'est ça, ou c'est sur l'ensemble? Sur les Sur tout 4 ça, d'accord, que je montre aux gens. et celui de... D'accord, donc ça, Et le gros cube. ça plus ça, vous produisez 1h30 à peu près, 1h30 de cuisson, de brûlage. Voilà. De brûlage par jour, c'est ça. Ok, bah ça lance quand même pas mal de choses. Hop, il y a quelqu'un qui passe à ce moment-là. Ça lance pas mal de questions. Je présume que si des gens veulent se lancer là, déjà bravo parce que ça fait un mois que tu es là, tu me disais, belle connaissance, vraiment bien, c'est chouette parce que je comprends bien, mais il y a une chose que je comprends et qui est quand même complexe, c'est-à-dire qu'une personne qui voudrait vivre, une famille qui voudrait vivre de manière, alors j'aime pas dire normale parce que ça veut dire que, comment on pourrait expliquer ça? Il faut quand même réduire, voilà, je vais aller plus simple, il faut réduire. De toute façon, je pense que le but là, avec les problèmes environnementaux, du réchauffement climatique, etc., qui arrivent, la première chose dans tous les cas, je pense pour moi, c'est de réduire sa consommation. Et une fois qu'on a réduit notre consommation, là, de voir quelles solutions existent pour produire sa propre énergie. Pour une famille, produire son propre gaz, etc., produire son gaz pour la cuisine, pour le chauffage, ça peut sembler compliqué. Après, ça dépend de la taille du digesteur, de ce qu'on peut y mettre dedans, parce qu'il y a aussi, faut l'alimenter, etc. C'est quand même une attention de tous les jours. Puis après, vider du coup, nous, on a des ballons de stockage. Et là, tous les 2 jours, voire tous les jours, on vide ces ballons-là et on comprime. Et il faut pouvoir être toujours là parce qu'il faut pouvoir comprimer ce gaz-là, sinon ça produit trop et on ne peut plus le stocker. Donc c'est une attention à avoir en permanence. C'est chouette parce que ça me fait exactement penser à ce que disait Félix juste avant, quand il disait quand on présente tout, les gens sont excités. Après, c'est des montagnes russes. Après, ça redescend parce qu'on leur raconte tout ça. Puis après, ils se disent, ouais, mais quand même, si on prend bien en compte, qu'on réduit notre consommation, c'est réalisable. Mais c'est quand même, moi, je trouve ça vachement chronophage, en fait. Et je ne sais pas si... après, c'est chronophage dans une vie actuelle, pour quelqu'un qui met trop boulot dodo. Après, si ça fait partie d'une habitude de vie, je ne pense pas que ce soit si chronophage que ça. Bon Félix, je t'ai vu faire la moue quand j'ai dit c'est chronophage. T'as quelque chose à rajouter? Ouais, alors en fait, c'est la méthanisation, enfin en tout cas comme on la pratique, elle est très modulaire et en fait l'objectif c'est de s'adapter à un mode de vie. Contrairement à certaines technologies qui sont déjà toutes préfaites et en fait où notre mode de vie doit s'adapter à ces technologies, là l'idée c'est d'avoir des technologies qui s'adaptent à un mode de vie, qu'on dimensionne en fonction des vacances qu'on veut prendre, en fonction du temps qu'on veut y passer. Donc l'idée, nous ici, c'est qu'on est présent à peu près 1 jour sur 2, 1 jour sur 3. Donc on a dimensionné nos réserves de stockage en gaz et nos systèmes de compression parce que voilà, on n'a pas une consommation qui est quotidienne, on n'a pas une attention qui est quotidienne, donc on a dimensionné nos systèmes pour notre pratique. Donc c'est faisable. Donc là, ce qu'on présente ici, c'est adapté à notre fonctionnement d'association. Sur un usage qui est plus quotidien, voilà, il n'y a pas forcément un besoin de compression du gaz. On peut imaginer un stockage juste sous bâche souple, avec un système de poids pour mettre la pression et un tuyau qui raccorde ça à la gazinière directement. À ce moment-là, on n'a pas besoin de comprimer le gaz et notre bâche souple, on peut la dimensionner en fonction, voilà, on veut dire, ça doit être capable de stocker 5 jours de production. Et on va prendre un stockage de gaz capable de stocker 5 jours de production. Et puis l'utilisation, en fait, ça sera juste par rapport à l'alimentation du digesteur, à la vérification qu'il est en bonne santé. Mais sur toute la partie gaz, en fait, on peut faire un système qui soit autonome. Enfin, autonome, qui soit automatisé
et sans forcément de l'électronique, quoi. Ça peut être un système de poids sur la poche de gaz qui amène les 20 millibars, qui est une pression très faible, qui est nécessaire à l'allumage du gaz. L'objectif des systèmes qu'on développe à picojoule, c'est de viser une autonomie et pas forcément une performance en tant que telle. Donc on va dimensionner et définir nos méthaniseurs par rapport aux besoins des utilisateurs et des utilisatrices et notamment à leurs besoins en temps disponible, leurs besoins en temps d'absence. Quand on s'absente, par exemple, là à l'association, les fêtes de fin d'année, souvent on n'est pas là pendant 2 semaines. Eh oui. Ce qu'on fait, c'est que la semaine d'avant, on arrête d'alimenter les digesteurs, on arrête de les chauffer, ils vont commencer à hiberner un petit peu, et en revenant, on met 1 semaine pour les réchauffer doucement, et ils repartent. Et en fait, en 2 semaines d'absence, ils auront produit l'équivalent de 2 ou 3 jours à plein régime. Parce que vous les laissez en dessous de 15. Tu me disais en dessous de 15, à 15 degrés, ça les... Sur les fêtes de fin d'année, ouais, c'est facile d'arriver en dessous de 15. Quoi. Oui, souvent. Et voilà. Et ensuite, en fait, donc la méthanisation, il y a plein de paramètres. On a vu des paramètres chimiques, pH, sur l'acidité, des paramètres biologiques avec les bactéries et tout ça, la température. Bon, il y a plein de paramètres. On peut optimiser tous ces paramètres-là pour arriver sur une crête d'optimum et donc faire fonctionner nos méthaniseurs le plus possible. Sauf que quand on pousse un système biologique à son optimum, il devient beaucoup moins résilient. Puis on n'en arrive pas à revenir à ce qui fait du mal à notre société actuellement, c'est qu'on veut toujours beaucoup de choses, on demande beaucoup à la nature et que c'est pas le plus efficace, on le voit bien. Et voilà, et puis c'est des systèmes qui peuvent se casser la gueule plus facilement, qui peuvent tomber malades. Alors que nous, on va chercher à avoir des systèmes qui sont plus résilients, qui acceptent des variations de température un peu plus importantes, qui ont des populations de bactéries qui soient beaucoup plus diversifiées. Ce qui fait que même si on a une absence pendant un certain nombre de jours, ou s'il y a une chute de la température, nos systèmes ils vont pas mourir, quoi. Ils vont peut-être hiberner un petit peu, mais on peut les relancer derrière. Donc voilà, on vise plutôt une autonomie et des systèmes résilients plutôt que des systèmes performants. Ok. Est-ce qu'on peut parler de celui qui est derrière? Parce que par rapport à celui qu'on remplit tous les jours ou tout le temps ou régulièrement, celui-là on le remplit une fois et on le laisse faire son business. J'aime pas de mot, on le laisse faire sa vie. Voilà. Juliette, tu veux le présenter? Ouais, je peux. Du coup, voilà, là c'est le mode de digesteur en discontinu. D'accord. En discontinu parce qu'on va remplir une première fois les bidons. Donc ici, on voit un peu la recette qui a la composition de chaque bidon. Devant, parce que j'ai un peu... Voilà, super. Donc il y a le lisier de vache, ce qu'on disait tout à l'heure, pour avoir du coup les bactéries méthanogènes. Okay. Et ensuite, en fonction, soit des toilettes sèches, soit des restes de marché, du crottin de cheval et de l'eau. Beaucoup d'eau pour que ça soit bien tout liquide. Et ensuite, ici, l'air, là, 10 litres, c'est le ciel gazeux. Vous faites différents tests sur chaque... pour voir celui qui produit le mieux. Ok, génial, d'accord. On relève à chaque fois qu'on comprime et qu'on stocke, on relève la quantité de biogaz produit par chaque fût. Là, on voit tout de suite qu'il y en a un sur les 4 qui a l'air de bien fonctionner. C'est un peu trompeur parce que ce ballon est légèrement plus petit. Ah. Mais effectivement, il va falloir assez rapidement le vider. Et ce qu'on a calculé aussi, donc ça, on a un petit tableur fait maison qui permet de calculer le rapport carbone sur azote. Parce que donc, comme pour le compost, il faut mettre du vert et du brun pour avoir un bon mélange, la méthanisation, c'est pareil, il faut avoir un mélange azote-carbone avec un optimum de C sur N, donc d'azote sur carbone autour de 30. Donc là, on fait tous nos calculs pour arriver à cet optimum-là. Et puis, notre tableur nous sort aussi le potentiel de production de méthane. Ouais. Donc ça, c'est si la dégradation est complète, combien on peut espérer avoir de méthane. Donc voilà, et après on va comparer ça à nos relevés expérimentaux et voir
qui est-ce qui a raison. Et alors lequel remplit le plus et sur quoi? Donc moi je disais celui de droite naturellement il a l'air plus gonflé, mais tu m'as dit il est plus petit, donc je me suis fait avoir. Là dans le test, il y en a un qui est allé assez haut. Ben là en fait on voit que, alors du coup le bleu et rouge, c'est les deux premiers fûts ici. Dedans il y a des toilettes sèches, dans ceux-là des restes de toilettes sèches. Et du coup on voit qu'ils produisent plus que les deux autres. Après les deux autres c'est quand même, produisent quand même aussi. En fait il y a une petite différence. Ce qu'on voit c'est qu'ils produisent pratiquement autant, on a la même pente. Par contre, le 1 et le 2, ils ont commencé avant. Oui, je vois ça. Ouais. Et les autres, ils ont commencé après. Alors pourquoi on a ça? En fait, ce qui se passe, c'est qu'avant ici, on avait 3 fûts en discontinu. D'accord. Qu'on a enlevé pour mettre ces 4-là. Donc ça s'est fait lors de la dernière formation fin août, début septembre. Et donc on a pris un des fûts de 200 litres là qu'on avait avant, où il y avait des toilettes sèches qui ont déjà été digérées une fois. Et celui-là, on l'a versé dans 2 fûts. Et vu que c'était de la matière qui était déjà digérée, où il y avait déjà une population méthanogène, ben, dès le lendemain, en fait, ça a produit du gaz. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est que pour démarrer un méthaniseur, soit on peut mettre de la matière organique et attendre que les bactéries méthanogènes arrivent. Donc comme on peut voir ça dans les mares ou dans les lacs, où la matière organique au fond commence à produire du méthane. Soit on peut mettre un inoculum, donc une petite base de bactéries qu'on trouve dans la bouse de vache. Soit on peut mettre le super inoculum qui est du digestat d'un autre digesteur qui est très riche en bactéries méthanogènes. Pour gagner du temps. Voilà. Ok, ça c'est bien de savoir un petit peu comment gagner du temps. Est-ce qu'on regarde à l'intérieur? Allez, vas-y. Ça, je sais que c'est techniquement, les gens, ça leur parle. Hop. Donc là, le tuyau sur le côté. Je tiens à préciser, donc c'est vachement bien isolé. Ça aussi, c'est le cheval de bataille de ça, j'ai bien compris. Alors là... Attends, je vais mettre dedans. Si vous tenez, les gens, par contre, je ne sais pas s'ils verront quelque chose. Si, ils verront. Ils verront. Ouais. On va les... Donc là, on... Ah là, on sent. Et il fait chaud, là. Il fait chaud, il fait 33,9. D'accord. Donc il fait 34 degrés. Ouais. Donc c'est pas mal. Et donc là, du coup, on voit les 4 fûts isolés ensemble. Et ben, comme on a vu sur le fût de 200 litres, les passe-parois et le gaz qui sort par le haut, du coup, forcément. Okay. Et donc là, il n'y a pas d'arrivée de matière. Et oui, c'est en circuit fermé. C'est en discontinu, voilà, exactement. Donc d'accord, tout simplement. voilà, et ça sort et puis ça va se stocker chacun dans son ballon. Et alors, est-ce que vous pouvez présenter devant comment ça fonctionne quand le ballon est rempli? C'est bien. En fait, c'est aussi simple que ce que j'imaginais. Est-ce que tu peux présenter, nous expliquer, Juliette, comment on fait quand le ballon est bien rempli, vous n'êtes pas encore arrivé, pour pas que ça il pète le ballon? Comment vous avez mis, quel système vous avez mis en place? Du coup, on a ce système-là. Ça sert, on l'appelle un manomètre à eau, et ça sert aussi de soupape de sécurité. Donc, en fait, c'est relié. Il y a plusieurs T, et la sortie de gaz, elle va être reliée au ballon, et ensuite arriver ici. Okay. Et donc, quand le ballon va être plein, du coup, on a un exemple ici, c'est parfait. Yep. Quand le ballon est plein, en fait, le biogaz peut plus rentrer dans le ballon et va commencer à arriver par là, vu qu'il n'y a plus de place là. Il arrive par là et en fait, il pousse l'eau. Donc là, c'est un petit tuyau qu'on a nous-mêmes rempli d'eau, qui est normalement à l'équilibre quand le ballon n'est pas plein, qu'il n'y a pas de souci. Ah là, on voit qu'il commence à pousser. Donc. Voilà, et donc là, ça commence à pousser. Donc ça fait un petit gap. Et en fait, ça sert de soupape de sécurité parce que quand ça va commencer à trop pousser, donc l'eau va descendre, ça va arriver là. Donc là, ça fait quand même toute la hauteur d'eau. Eh oui. Ça fait la pression. Et donc le gaz va commencer à remonter par là, par petites bulles. Et du coup, va commencer à s'échapper. Et donc là, il faut mieux... ça sert de sécurité. Mais en général... Voilà, exactement, c'est ça, complètement low-tech, avec un petit peu de PVC et
le tout est joué. Et après ça, alors ça justement, tu le montrais tout à l'heure, le tout est relié à... Après, on peut l'envoyer dans le fameux frigo. Voilà, enfin, c'est ça, le là, frigo qui a été modifié. Ouais, ils passent tous. Donc ils ont leur vanne pour pouvoir les ouvrir l'un après l'autre, les ballons de stockage. Et le tuyau qui passe derrière, qui part là-bas, c'est celui qui rentre à l'intérieur, que je te montrais tout à l'heure, et qui arrive dans le filtre à charbon. Si. Hop, là je le montre, qui arrive par là, qui va donc dans le filtre à charbon. Ouais. Pour filtrer, alors j'ai le H2S, qui est très dangereux, je le répète, on ne sait jamais s'il y en a quand même qui très dangereux à inhaler. Et puis voilà, on l'a montré tout à l'heure. Et puis le compteur. Alors, génial. On peut faire un point tout de suite là pour les personnes qui s'étonnent de voir des vannes à eau. Donc on a eu plusieurs remarques. Donc là, effectivement, c'est des vannes à eau qu'on utilise ici. Donc les vannes à eau, comme leur nom l'indique, sont faites pour les liquides et pas pour les gaz. Alors il faut savoir que c'est beaucoup plus dur d'avoir une étanchéité au gaz que pour le liquide, parce que le gaz il est beaucoup plus petit, il va se sortir plus facilement. Okay. Pourquoi on utilise des vannes à eau ici? La première raison c'est que c'est économique, c'est 10 fois moins cher. Et la deuxième raison c'est que ces vannes-là, certes, elles ne sont pas étanches au gaz à partir de 5 ou 6 bars. Okay. Mais nous, on travaille là sur des pressions qui sont très faibles. Donc la soupape de sécurité, elle se déclenche à 50 millibars. De toute façon, 50 millibars dans des fûts comme ça, votre fût à 50 millibars, il aura déjà bien grossi. Et donc à 50 millibars, une vanne à eau, ça suffit. Et même s'il y a une micro-fuite, en fait, ce tuyau-là, il est relié derrière au système de compression qui empêcherait d'avoir une fuite de méthane dans l'air, ce qui est, comme tout le monde le répète sans cesse et à juste titre, un gaz à effet de serre très important. Le méthane, c'est 25 fois plus polluant d'un point de vue du gaz à effet de serre. Donc c'est un gaz qui, quand il part dans l'atmosphère, reste moins longtemps que le CO2, mais contribue beaucoup plus au gaz à effet de serre. Ce qui fait qu'à durée de vie égale, c'est 25 fois plus dangereux. Ah oui, quand même. Ah, donc faut pas... ça paraît simple et tout, mais il y a quand même des précautions d'usage à appliquer quand même sur ce genre de choses. Donc voilà, donc c'est pour ça, là, si certains des personnes qui s'étonnent de voir des vannes à eau sur une utilisation de gaz, donc ça, c'est des systèmes qu'on teste. Donc vu qu'on travaille avec du matériel de récupération, on a des procédures de test qui fait que on va mettre sous pression. J'ai peur pour le micro. Vas-y, continue. Ouais. Excuse-moi. Je veux pas. Vas-y. C'est bon. Ouais, vas-y. Donc voilà, on travaille avec du matériel de récupération, et donc on a toutes des procédures de test pour vérifier l'étanchéité, parce que ça c'est le nerf de la guerre de la méthanisation, notamment de la toute petite méthanisation, c'est que il faut avoir une étanchéité parfaite au gaz, parce que nous, si on a la moindre fuite, la plus petite qu'elle soit, la conséquence elle est directe, c'est qu'on ne produit pas de gaz. Le gaz, il aura toujours plus de facilité à fuir un stockage, parce que le stockage est à pression toujours un tout petit peu plus forte. Donc voilà. Donc nous, il y a certes un enjeu de sécurité et de non-contribution au gaz à effet de serre dans l'étanchéité, mais notre défi numéro 1, c'est de pouvoir produire du gaz et le stocker. Et donc c'est pour ça aussi qu'on teste. Donc pour tester, on met tous nos systèmes sous pression maximum, juste avant le déclenchement de la soupape, et on laisse ça pendant 1 ou plusieurs jours pour voir s'il y a une petite variation. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites le test d'un jour sur l'autre, regardez bien la variation de pression à température et à pression atmosphérique équivalente. Parce que vous avez un volume d'air ou d'eau que vous mettez sous pression, à 20 degrés ou à 15 degrés, il ne va pas prendre la même place. Bon voilà, donc tout ça pour dire que on travaille avec du matériel de récupération. C'est aussi le principe d'Elotech.
enfin peut-être pas des low-tech, mais en tout cas du hacking, de détourner peut-être l'utilisation de certains outils. Mais derrière, on prend beaucoup plus de précautions. On fait souvent la référence par exemple aux personnes qui utilisent des gazinières chez elles. Vous travaillez avec du méthane, des quantités d'énergie qui sont 10 à 100 fois plus importantes que ce qu'on produit ici. Pourtant, il n'y a personne qui vérifie l'étanchéité de son raccordement de tuyaux entre son réseau de gaz et la gazinière. Vous avez GRDF qui va vérifier l'étanchéité du compteur de gaz, mais jamais à l'intérieur des maisons. Mais ça me fait penser à tout ce qui est photovoltaïque, et quand on consomme sa propre eau, moi je le vois, on fait attention parce qu'on en est directement responsable. Quand on appuie sur un bouton et que c'est livré, c'est le fournisseur, on dit c'est de sa faute. Sauf que lui, il te le livre jusqu'en bas de chez toi. Ce qui se passe chez toi, il n'en est pas responsable. Comment ta cuisinière, comment tu l'entretiens et tout. Et surtout, le fait de créer tout ça, déjà, tu n'as pas envie d'en perdre. Et tu comprends aussi ce que tu utilises. C'est pour ça que je comprends. Je peux rebondir, à moins que tu aies envie de rajouter là-dessus. Parce que je sens que les gens vont poser la question. On en parlait tout à l'heure. Pourquoi cette création-là n'est pas polluante? Parce que je te disais, d'accord, mais là tu crées quelque chose qu'on va mettre dans l'atmosphère. Tu me disais, oui, mais attention, ce qu'on utilise, je te laisse expliquer. Ou Juliette, je sais pas si tu t'en rappelles ce qu'on disait. Pas trop de quel moment. Ouais. Et ben, à un moment, je te disais. Je te dis, mais tu vois de quoi on parle. Ah, pardon. En fait, là, le biogaz, on a dit que c'était 60% méthane, 40% CO2. Quand on va le brûler, le méthane va se transformer en CO2 et en eau, et le CO2 va rester CO2. Donc on va recracher de l'eau et du CO2 dans l'atmosphère. Et donc il y a cette question, le CO2, comme on le sait et on l'apprend, c'est un gaz à effet de serre. Alors déjà, ça dépend à quoi on compare ça. Si vous n'utilisez pas du biogaz, vous utilisez du gaz de ville ou du butane. Et lors de la combustion, il se produit exactement la même chose, vous relâchez du CO2. Sauf que le CO2 qu'on va relâcher avec du biogaz, c'est un CO2 qui provient de matière organique, qui a capté ce CO2 dans l'atmosphère il y a quelques semaines, quelques jours ou quelques années au plus tard. Alors que quand vous cramez des gaz fossiles, c'est aussi de la matière organique, mais il y a plusieurs millions d'années. Et c'était de la matière organique qui était stockée dans les sols, que vous relâchez dans l'atmosphère. Donc, sur un bilan de matière, sur la Terre entière, il n'y a jamais de création, on n'a pas d'augmentation de CO2. C'est juste que le CO2 fossile qui était stocké dans le sol part dans l'atmosphère, alors que le CO2 du biogaz, c'était un CO2 de l'atmosphère qui retourne à l'atmosphère. Ça, c'est important, parce que je ne comprenais pas, mais c'est vachement important. On en rajoute, alors que là, on a réutilisé quelque chose qu'il avait déjà puisé. Alors que quand on va les prendre tout en bas, ça a déjà été stocké. Ouais, non, mais c'est fort, ça. J'y avais pas pensé et je me suis dit, je vais les piéger là-dessus. J'ai la question qui fâche. et dans les gaz à effet de serre, donc on a parlé du CO2, du méthane qui est 25 fois plus nocif, et il y a le protoxyde d'azote. Donc le protoxyde d'azote, c'est NO2, si je ne me trompe pas. Et donc ça, c'est un gaz à effet de serre 200 fois plus dangereux que le CO2. Dans les gaz à effet de serre, on ramène toujours au CO2. Et donc le protoxyde d'azote, c'est ça qui est dangereux. Et en fait, quand vous faites du compostage, vu que c'est à l'air libre, l'azote qui s'en va dans l'atmosphère, il y a une partie qui se transforme en protoxyde d'azote. Et donc le compostage dégage des gaz à effet de serre qui sont très, très nocifs. Ça dégage du CO2, mais aussi du protoxyde d'azote. Et donc l'avantage de la méthanisation, quand elle est bien faite, c'est justement d'avoir tout ça sous cloche. Et l'azote, vu qu'il ne peut pas s'oxyder, le N de l'azote, il ne peut pas aller avec le O de l'oxygène, parce qu'il n'y a pas d'oxygène dans nos cuves. Et donc l'azote, il reste dans le liquide. Et donc, si ce fertilisant, c'est pour ça que ce fertilisant est beaucoup plus riche en azote que le compost, parce que l'azote reste dans le liquide. Et c'est au moment de l'épandage du digestat qu'il faut faire attention de ne pas l'épandre sous forme de geyser, pour pas que l'azote parte avec l'oxygène. Et vaut mieux peut-être le recouvrir direct de carbone. Alors, soit vous l'épandez sur du broyat de bois qui va absorber
le digestat, soit vous le mettez sur un sol vivant. Il y a aussi, sur les solutions industrielles, c'est des systèmes de pendillard. En fait, c'est des trompes qui viennent déposer le digestat directement au sol, au lieu de l'épandre sous forme de geyser, comme ça peut être fait avec du lisier. Soit il y a ça, soit il y a des systèmes qui viennent ouvrir la terre sur quelques centimètres, déposer le digestat et la refermer derrière. Ok. Donc voilà. Pas bête. Écoute, on a fait un grand tour. Il y a beaucoup d'informations et je suis très heureux de me dire que je vais avoir du montage parce que je vais revoir une deuxième fois. Et quand ce sera en ligne, je reverrai une troisième fois parce qu'il y a quand même beaucoup de très précieuses informations. Je rappelle que si les gens veulent une semaine de formation là-dessus, je mets l'adresse Picojoule, l'association et tout en description, ils pourront suivre. Vous avez des stages bientôt, mais je crois qu'il est complet. Voilà, on a un stage fin novembre, début décembre. Ouais. Donc lui, il est complet. Et l'année prochaine, on va essayer d'en faire 5 ou 6, donc tous les 2-3 mois. Voilà, et donc l'objectif, c'est d'en faire un peu de partout en France. Enfin, en France et dans l'espace francophone. Donc là, en juillet, on sera en Belgique, normalement à côté de Bruxelles. Donc voilà, si vous êtes intéressé, que vous avez un lieu qui peut accueillir une quinzaine de personnes, vous pouvez nous envoyer un mail. On fera le plaisir de voir avec vous si c'est envisageable. Je suis content de pouvoir partager ça. On se met sur le mot de la fin. Je vous laisse libre, Juliette. Est-ce que tu peux nous faire un mot de la fin? Voilà, j'aime pas. Voilà, bon courage. C'est la question. C'est pas une question, c'est le mot de la fin. C'est un piège, c'est ça? Non. Il y a Félix qui passe aussi après, t'inquiète. Non, mais pour mot de la fin, moi je trouve ça toujours super agréable de pouvoir partager ce que fait Picojoule parce que c'est à la fois une technologie ancienne et à la fois récent avec toutes les problématiques qui se mettent en place. Là en plus avec l'augmentation du gaz, etc. Enfin du prix du gaz, etc. Et c'est une chouette asso. Moi je m'éclate en tout cas en faisant mon service civique ici. Et comme mot de la fin, on peut dire qu'on cherche des bénévoles, toujours. Bien, excellent. Parce que du coup, on a un salarié, il y a 2 services civiques et 4-5 bénévoles assez actifs, mais on accueillera les gens à bras ouverts s'ils veulent un peu plus en découvrir et aider sans forcément faire un stage ou une formation ou quoi. Et qu'il y a toujours à faire et que c'est toujours intéressant de réfléchir à des nouveaux systèmes, à améliorer ce qu'on a déjà. Et que ça bouge vite et que tout est possible. Enfin, beaucoup de choses sont possibles. Et oui, on le voit, hein, avec pas grand-chose au final. Ça aussi, c'est important. Félix. La matière grise. Oui, si. Félix. Alors ouais, pour conclure, moi ce que je trouvais très intéressant à la méthanisation, c'est la complexité d'un système et la complémentarité que ce système-là peut avoir avec une recherche d'autonomie, avec d'autres technologies d'énergie renouvelable. Voilà. Ce qu'on voit en fait, c'est que par exemple le solaire thermique, ça apporte une chaleur qui est douce, mais en grande quantité. Et donc ça, c'est très complémentaire avec de la méthanisation, parce qu'on va apporter donc cette chaleur douce pour chauffer le méthaniseur et pour de l'eau chaude sanitaire, par exemple. Et la méthanisation peut apporter le gaz, qui est une chaleur intense et de petite quantité, qui permet, par exemple, si on a de l'eau chaude à 40 degrés l'hiver, de passer de 40 à 60 degrés pour toutes les questions de pathogènes dans l'eau. Et donc, on a une complémentarité. Et c'est ça qui est aussi intéressant à Picojoule, c'est qu'on travaille sur la méthanisation, mais aussi sur toutes les énergies renouvelables, et de voir comment, pour répondre à nos besoins, quelle est la technologie d'énergie renouvelable la plus appropriée, et quelles sont les complémentarités entre ces technologies, pour avoir un système le plus global et complet, on pourrait dire. Ouais, le plus complet. Pour répondre au demande. Ouais, c'est ça. C'est un système qui soit complet, le plus intelligent dans la manière d'utiliser l'énergie et de la transformer. Écoute, merci pour ce mot de la fin. Merci beaucoup de nous avoir reçus, d'avoir passé autant de temps pour nous expliquer tout ça. Ça fera une longue et une grande vidéo et j'espère que des abonnés
vont être charmés, je ne sais pas si on peut dire charmés, mais vont être attirés par cette façon de faire et qui viendront vous rendre visite. Merci Super. beaucoup Picojoule. Merci beaucoup. Merci beaucoup.